Bonjour, je suis médecin et je dirige un institut du CNRS qui a comme caractéristique d'être à cheval sur le civil et le militaire. Ça s'appelle Cognac G parce que c'est ma boisson favorite et c'est mon musée favori. Au cas où vous poserez la question. Si vous avez des questions à poser ou des intérêts quelconques dans ce qui va suivre, n'hésitez pas à m'envoyer un message, voire à me donner un coup de téléphone. Le principal message que je voudrais faire passer ici, c'est qu'en tant que médecin, je peux vous dire que ce qui est en train de se jouer au XXIe siècle, c'est une révolution qui est équivalente, je dirais, à ce qui s'est passé après Gutenberg, qui est, bien sûr, vous le savez tous, le digital, l'invasion du digital. Ce qui est très très important, c'est que, en fait, pour la première fois de l'histoire de l'humanité souffrante, il va se produire deux choses. La première chose, on va pouvoir vraiment quantifier le comportement humain. Et c'est pas facile à admettre ni à faire passer dans une société judéo-chrétienne en Europe. Il y a des résistances absolument gigantesques à ce sujet. La deuxième chose qui est importante, c'est de savoir que cette quantification du comportement humain, pour le meilleur et pour le pire, va transformer notre existence. Pourquoi ? Parce que je pense, mais je crois que j'ai raison, qu'il y a quelque chose que le mal quinquagénaire, judéo-chrétien, caucasien a du mal à admettre, c'est que la machine biologique que nous sommes est arrivée dans de nombreux cas à ses limites. En d'autres termes, il n'est écrit absolument nulle part, à part postuler qu'on a une âme, et que cette âme, qui est une ligne de communication directe avec Dieu, vous donne des pouvoirs surnaturels. En tant que biologique, il est écrit nulle part que ce n'est pas parce que vous êtes en train de créer un monde que vous allez pouvoir vivre dans ce monde. Ce sont deux choses différentes. Exemple, ce n'est pas parce que vous êtes capable de créer un superbe avion que votre cerveau est capable de le piloter. D'un autre côté, il faut bien que vous compreniez une chose, il y a très peu de gens, moi compris, qui accepteront de monter dans un avion où il n'y a pas de pilote. D'où un problème intéressant qui est en train de se poser. Et si vous retenez que ces deux points, à savoir possibilité de quantifier le comportement humain, un, et pas seulement celui du malade, et deux, le fait que nous sommes arrivés dans beaucoup de domaines à des limites de ce que notre machine biologique peut donner, eh bien, c'est déjà très bien. Alors maintenant, on va commencer l'exposé, si je puis dire. Le comportement humain, normal ou pathologique, c'est quoi? C'est 570 muscles et 200 articulations à faire bouger ensemble en permanence. C'est pas facile. Marcher n'est pas un exercice facile, trivial. C'est pas pour rien que vous mettez quelques années à apprendre à marcher, et c'est pas pour rien qu'à l'autre bout de la vie, la première chose qui se passe, quand ça commence à aller mal, vous tombez. Ce qui se passe, c'est que si on s'intéresse au comportement, il y a trois révolutions qui viennent de se produire, et il n'était pas du tout évident qu'elles allaient coïncider. Il se trouve qu'elles coïncident, et ça me fait regretter de ne pas avoir 15 ou 20 ans de moins, parce que c'est vraiment quelque chose qui va très profondément bouleverser la médecine, mais aussi les neurosciences, qui est une chose qui me passionne. Vous pouvez génotyper à bon marché. Quand je dis génotyper, ça veut dire que votre génome, en Chine, maintenant, peut être obtenu en quelques heures pour 500 €, soit le prix d'une IRM. Vous avez une biologie, grâce à la spectromasse notamment, qui fait que vous pouvez avoir une centaine de variables à partir d'une goutte de votre sang, ou n'importe quel fluide de votre corps, en quelques minutes. Et puis surtout, il y a la quantification du comportement. La quantification du comportement, comme on va le voir, c'était quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir. C'est devenu beaucoup plus facile. Bon, vous voyez bien, génomique, métabolomique, phénotype, il n'y a pas besoin d'être très astucieux pour savoir que, évidemment, les premiers qui vont mettre tout ça dans des banques de données, qui vont mélanger, ils vont dominer le monde. Et ce n'est pas seulement la médecine qui va être à la clé. Ça va être les interfaces homme-machine, ça va être
Le business, c'est autre chose. Alors bon, c'est banal, hein. Vous avez des bases de données, vous faites du data mining, ça donne des normes, des prédictions, de l'action, vous mettez des simulateurs sur les gens et ça fait le tour. Ce qui est intéressant, je vous ferai remarquer qu'il y a peu de gens qui ont encore intégré, c'est que on a déjà un défi de taille dans le comportement humain avec les données biologiques, génomiques et comportementales. Là où ça va devenir vraiment comique, c'est qu'on va très rapidement s'apercevoir qu'il va falloir ajouter une nouvelle boucle à ce schéma simplissime qui vont comprendre toutes les sciences humaines. Il va y avoir des notions de réseaux sociaux, de nouvelles catégories sémantiques, de croyances et de représentations. En clair, il va y avoir des bases de données hétérogènes sur le comportement humain et les acteurs des sciences humaines, qui sont un peu effacés en ce moment à ce niveau-là, vont devenir des acteurs incontournables, et incontournables y compris dans le domaine qui intéresse plus particulièrement aujourd'hui, qui est celui de la e-médecine. Il y a notamment, par exemple, la notion d'acceptabilité, de stress, qui vont devenir centrales. Alors, en gros, pour élargir le débat, encore une fois, de quoi parle-t-on? On parle d'une machine humaine, un cerveau, 600 muscles, 230 articulations, et ce que j'essaye de vous dire, c'est que notre analyse, en tout cas à Cognac-G, c'est que le malade n'est qu'un cas particulier de quelque chose de beaucoup plus général, qui est celui qu'on a appelé High Maintenance Cohort. Il y a actuellement des tas de gus qui se baladent dans le monde, qui ont d'énormes problèmes parce qu'elles font des tâches extrêmement complexes pendant longtemps. Et il va falloir monitorer, suivre leur comportement pour évaluer leur formation et leur rééducation, pour vérifier que leurs compétences soient opérationnelles une fois que leur formation est achevée, pour éviter des pressions excessives qui conduisent à l'épuisement professionnel, au surentraînement, au syndrome post-traumatique. Ça, c'est quelque chose qui est lié à la nature de la manière dont vous êtes construit. Fondamentalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que entre le problème de patients, qu'ils soient patients neurologiques, psychiatriques, ORL, rééducation, soins intensifs, etc., l'opérateur d'interface homme-machine complexe, pilote, pour ne pas le citer, les accidents, c'est 90% le facteur humain. Le groupe militaire en opération, il faut que vous sachiez tout de même qu'actuellement, en Afghanistan, dans une armée américaine, il y a plus de suicides, il y a plus de morts par suicide sur le champ de bataille que par balle de l'ennemi. Qu'actuellement, on décomprime, si je puis dire, le combattant qui a été en OPEX à l'extérieur pendant 8 jours dans un hôtel sur une île pour le débriefer avant de le rendre dans sa famille. Les athlètes de haut niveau, je travaille avec l'INSEP, le surentraînement, ce n'est pas un fantasme pour tout le monde. Donc, en gros, vous voyez, dans tous ces groupes, et puis il y a les seniors. Le senior, actuellement, confronté à une vie où il est assez isolé, étant donné ce qui s'annonce au point de vue famille nucléaire, et puis la complexité de la ville. Est-ce que vous avez regardé une fois dans votre vie avec un œil critique un carrefour? C'est absolument ahurissant. Je ne comprends même pas où on trouve l'argent pour multiplier les panneaux, les feux rouges, les consignes, etc. Donc, ce que ça veut dire fondamentalement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se trouvent confrontés, et pas seulement les malades, à de véritables challenges, et notre vie n'est pas faite pour ça. Je promets, je ne dépasserai pas les 10 minutes qui restent. Alors, je vous donne quelques exemples, ça va aller plus vite. Vous les avez vus après le remarquable exposé de la première oratrice. Bon, vous avez le génome maintenant pour rien du tout. Vous pouvez sur Internet vous faire votre bilan biologique sans médecin. Et voilà, les capteurs. Alors, regardons les capteurs. Le capteur, votre phénotype, c'est-à-dire enregistrer vos mouvements. J'ai contribué à développer certains de ces appareils, au moins celui-là. Ça s'appelle un Equitest. Ça coûte 100 000 euros. Deuxième vague, à cause du cinéma, pas à cause des médecins, on a mis au point ce qu'on appelle les IMU, c'est-à-dire des Inertial Movement Sensors Units, qui sont capables de mesurer. Et puis après, il y a eu l'explosion. Heureusement, les mères américaines ont accusé Nintendo de rendre leurs fils obèses, et leurs filles obèses. Donc, ils ont dû inventer la Kinect, la Wi-Fi, etc. Il faut savoir, enfin, pour vous dire, la plateforme de force Wi-Fi que vous voyez là, elle coûtait
123 € avant, les médecins la payaient pour des performances à peine supérieures, 4 000 €. Hein. Et puis je croyais que c'était fini, pas du tout. Je vous donne voilà, les capteurs voilà, qui arrivent. C'est la soft électronique, c'est l'alliance du polymère et de la nanoélectronique. Ce petit machin n'a pas besoin de colle, se garde pendant 3 semaines et est capable de se porter pendant plusieurs semaines. Bon, alors, qu'est-ce qu'on apprend dans ce contexte? Parce que ça fait 3 ans qu'on joue avec ça. Alors, premièrement, très important, l'être humain a une large variabilité interindividuelle. Nous sommes extrêmement différents les uns des autres. Vous voyez, ça, c'est le mouvement de la tête d'un sujet pendant un accident de voiture. Là, ça a été reproduit avec un chariot linéaire. Accélération de la tête, on vous rentre par l'arrière, votre tête bascule en avant, retourne en arrière, elle fait un aller-retour de 35 degrés, c'est le fameux coup du lapin, ça coûte 2 billions d'euros par an à l'Europe et ça coûte 30 € sur votre facture d'assurance. Ce qui est intéressant, c'est que ça c'est un sujet, ça c'est un autre sujet. 3 degrés, lui, il a bougé. On cherche encore de savoir quelle est cette différence. C'est juste pour illustrer que nous sommes tous extrêmement différents les uns des autres. Et alors, heureusement, nous sommes très stables dans le temps. Il faut savoir que les vertébrés, c'est 400 millions d'années. L'être humain, c'est 7 millions d'années. Dernier upgrade du cerveau, 150 000 ans. Bref, on est des machines pas du tout au point. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand enfin on trouve la même manière de fonctionner, on a tendance à le conserver. Ça, c'est Dimitri Jashvili en train de taper sur un ballon avec 3 semaines de différence. Rappelez-vous, 200 articulations, 600 muscles. Vous voyez bien, si vous voyez quelque chose, d'ici je vois rien, que les gestes sont extrêmement reproductibles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vraiment vous voulez faire quelque chose sur le terrain, c'est-à-dire quantifier le comportement humain, quantifier le mouvement du malade, vous avez besoin d'ingénieurs pour placer des capteurs, vous avez besoin d'informaticiens pour faire une base de données, vous avez besoin d'un mathématicien et d'un médecin pour faire du data mining. Alors, je joue à ça depuis 3 ans. Alors, contrairement à tout ce qu'on raconte, en tout cas, moi, je n'ai pas vécu ça, le groupe interdisciplinaire ne pose aucun problème. Quand vous mettez des gens intelligents ensemble, même s'ils ont une culture différente, ils arrivent à se comprendre. Moi, on m'avait toujours expliqué qu'un ingénieur ne pouvait pas parler à un médecin, etc. À mon avis, foutaise totale. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est quand on travaille dans la vie réelle et sur le terrain, tout ce qui peut merder, merde. C'est-à-dire, vous dites, très bien, je vais mesurer l'équilibre statique, je vais mettre une ouïe dans une consultation. Dans la consultation, je vais l'envoyer à l'ENS Cachan pour faire une plateforme de force, pour faire une base de données. Je vais renvoyer ça au médecin pour qu'il soit content. Vous mettez un neurologue qui est polytechnicien dans une vie antérieure, vous mettez le meilleur labo de Matapli d'Europe, vous mettez une dizaine de centraliens pour bidouiller là-dessus avec enthousiasme. Il a fallu 2 ans de ma vie pour que ce truc commence à fonctionner. Donc, en gros, le terrain, deuxième message, c'est faisable, mais je peux vous dire, même pour les trucs simples, c'est pas triste. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous? Eh ben, on met de la camelote sur les gens et des capteurs sur le terrain. Le terrain, c'est 3 terrains, le terrain de sport, le champ de bataille et les consultations hospitalières. Deuxièmement, je joue avec les simulateurs géants de la firme Thales Training Simulation, parce que c'est un très bon exemple d'interface cerveau-machine. Et troisièmement, on est en train de construire un appartement témoin où on bourre tout ça de capteurs, et l'idée, c'est d'enregistrer quelqu'un pendant qu'il fait un gâteau au chocolat. J'adore les gâteaux au chocolat. L'idée, c'est que si vous êtes capable d'enregistrer tous les gestes, toutes les paroles, toutes les actions, le stress d'un sujet qui fait un gâteau au chocolat et qui a peur de le rater, ben, tout le reste sera facile. Effectivement, ça s'avère assez difficile. Alors, je vous donne un seul exemple de ce qu'on a fait. Le film, naturellement, ne fonctionnera pas, bien que je vous jure qu'il a fonctionné 3 fois, n'est-ce pas? Non? Oui? Si? Je retire ce que j'ai dit.
Alors voilà, on est venu me voir parce que la Fédération française de rugby avait une tendance à avoir des accidents mêlés. Donc on a construit un robot. Ça se rapproche le plus possible à une opposition réelle. Voilà. C'est pour ça que cette machine a été créée, parce que le joug ordinaire, forcément, voilà, ne met pas d'impact, ne résiste pas ou ne repousse pas. Et là, cette machine qui est sur vérin hydraulique permet justement En fait, c'est un simulateur de tank, réaliser plusieurs choses et qui a été transformé. de mettre des poussées soit à droite, soit à gauche, chose que le joug ne fait pas, mais que les personnes peuvent le faire. C'est ce qui se rapproche le plus d'une opposition réelle. Bon, Madame Bachelot. Les sensations sont que... Oula, on passe. Bon. Non, mais c'est pas méchant, elle était absolument adorable. Mais c'est pas le problème, j'ai un panneau qui me dit 5 minutes. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce qui est intéressant, c'est que, 1, faire collaborer Didier Rétière avant de l'équipe de France, 2, Pierre-Paul Vidal, neurophysiologiste et médecin, 3, Serge Couvet, ingénieur Thales, pour transformer un simulateur de tank en un robot de rugby, d'accord, et faire des mesures dessus, n'a posé aucun problème multidisciplinaire. 2, ça n'a pas coûté cher parce qu'on a récupéré ce qu'il y avait on shelf. 3, on a mesuré ça. Ça, vous voyez, c'est la force de la première ligne en train de taper. Vous voyez qu'ici, le pic, il est à 3 tonnes. Il monte à 3 tonnes. Et ça dure 300 millisecondes. Après, c'est la suite de la mêlée. Ça, c'est les forces enregistrées. Conclusion des courses. Quand on est venu me voir, on me dit « Ah, alors, qu'est-ce qui se passe ?» Je leur dis « La bonne nouvelle, c'est qu'on a compris ce qui se passait. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à faire. » Voilà. Désolé. Et ça retourne sur ce que je vous ai dit, sur les limites du système humain. Et comme effectivement, il n'y avait rien à faire, ça vous explique que maintenant, il n'y a plus d'entrée en mêlée. Parce que quand on a montré ça à l'International Rugby Board, la conclusion, c'est qu'il fallait arrêter, quoi. Je veux dire, l'homme n'est pas fait, n'a pas été construit pour s'amuser à rentrer en mêlée. C'est comme ça. On ne peut rien. Voilà. Donc, ça me vaut, le fait que vous ne verrez plus jamais d'entrée en mêlée me vaut en gros une 50aine d'emails d'injures par mois. Ça se calme un peu maintenant. La nouvelle règle d'entrée détruit l'essence même. Enfin, je vous en passe, etc. Bon. Ce que ça veut dire, c'est que ça peut aller très vite. Entre le moment où on a posé la question et le moment où les règles ont été de suppression, c'est 2 ans. Hein. Donc ça peut aller très vite si on est malin. Et pour une fois, je l'ai été. Alors, juste 2 petits points pour finir, mais je vais dépasser le temps, mais je les avais prévenus, donc ils ne peuvent pas me vider, de toute façon, c'est pas grave. Alors, premier point, ça va très très vite. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des tas de gens intelligents partout, et ça va beaucoup trop vite en Europe. Moi, je vous le dis, à titre personnel, je suis assez inquiet, parce qu'entre les ABTX en Chine, je suis prof en Chine, et puis le GAFA aux États-Unis, je vois pas très bien où est l'Europe. Je suis désolé, c'est la minute d'interrogation. On a le droit dans cet avenir radieux. Je pense qu'on a intérêt à se secouer à l'échelon européen. Deuxièmement, je vais vous citer un seul exemple. Quand je vous dis que ça va vite, moi, c'est ce que j'ai vécu comme médecin. Vous avez vu 23,5, d'accord? Ok. Cette dame est super intelligente. Elle est même tellement intelligente qu'elle arrive à faire peur à la Cour suprême des États-Unis à l'heure actuelle. C'est 23,5. Elle est assise sur 6 millions de génomes humains qui ont été donnés volontairement. Lui, c'est un type super intelligent, c'est Brin, c'est le cofondateur de Google. Lui, c'est le phénotype, elle, c'est le génotype. Ça se passait il y a 4 ans, 3 ans. Alors, naturellement, vous connaissez tous la relation entre ces deux-là. Tout le monde le sait ou pas? Monsieur et madame. À eux deux, 35 milliards de dollars. C'est-à-dire, il ne faut pas être naïf tout de même. Quand je vous dis que le monde va être transformé, il y a des gens qui s'en sont aperçus avant moi. Hein. Moi, j'arrive toujours un peu en retard. Eh bien, eux, déjà il y a 4 ans, ils s'étaient dit que de faire des bases de données qui allient le génotype et le phénotype d'un individu, eh ben, ça allait être la clé. Eh ben, heureusement pour tout le monde, ils ont divorcé. Bon, mais enfin, on ne peut pas compter toujours sur ce genre de choses pour rattraper son retard. Mais pour vous dire que ce que je vous dis est d'une grande banalité. Et la Cour des États-Unis, voilà. Alors, je vais conclure, je ne vais même pas être tellement en retard, c'est décevant, par 2 prédictions assez banales. Bon, l'Internet de l'objet et les technologies portables. Et puis le problème de la boule de cristal.
on nous parle de données, très bien. Alors moi, je suis médecin de base. J'ai 8 chefs de service dans mon unité. Je me balade dans plusieurs types de services dans mon institut. Le problème de tous ces merveilleux objets connectés, c'est très bien, mais vous avez accès aux données brutes? Non, moi pas. Si je vous sors mon iPhone de ma poche, on enregistre. Le pas, on enregistre tout ce qu'on veut. Mais est-ce que j'ai accès à mes propres données brutes? Non. Est-ce qu'en tant que directeur d'un institut qui veut faire de la recherche sur ces données brutes, j'ai accès à ces données brutes? Non. Il a fallu une loi en France pour que depuis un mois, les respirateurs de General Electric soient obligés de fournir à leurs utilisateurs les données brutes des patients. Autrement, une minute. C'est très stressant ce que vous faites. Hein. Donc, autrement, le médecin réanimateur, le chef de service, n'avait pas accès aux données brutes de ses patients. Pourquoi c'est un combat capital? C'est un combat capital parce que, bien entendu, si vous pensez à l'avenir de l'anesthésie-réanimation, va falloir mettre dans une salle de réanimation, et c'est ce qu'on est en train de faire, un plancher intelligent, de l'Internet de l'objet, les données du patient, etc., pour optimiser ce qui est devenu une tâche trop complexe pour l'homme. Comment vous voulez faire ça si vous n'avez pas accès aux données brutes qui sortent du patient? Donc, c'est pas gagné. 3 questions moins banales. Je vous en ai déjà donné une, où il est écrit que le cerveau puisse s'adapter indéfiniment à l'environnement qu'il génère. Eh bien, la réponse, certainement pas à l'entrée en mêlée, mais à mon avis, ce n'est pas le dernier exemple. Deuxièmement, où est-il écrit que nous avons le temps? Ça va très vite. Et je retombe sur cette histoire de données. Actuellement, il se joue des enjeux politiques et économiques qui sont absolument non négligeables. Je vous rappelle qu'aux dernières nouvelles, le Google européen n'existe pas. Et troisièmement, alors là, je trouve ça absolument fabuleux. Malheureusement, je suis trop âgé pour voir ça. Ce qui est en train de se passer dans le domaine de la santé, c'est-à-dire les bases de données, la quantification du comportement, etc., là où vraiment ça va devenir passionnant, là on va vraiment avoir un Big Bang de type Gutenberg, c'est dans l'apprentissage. Il est inéluctable que nos 9 kilos de bouquins qu'on fait trimballer à nos chers petits en bousillant leur colonne vertébrale soient remplacés par une tablette digitale et des contenus de l'enseignement. Qu'est-ce que ça veut dire enseigner maintenant? Qu'est-ce qu'on va mettre? Et surtout, qui va hériter des données qui vont être issues des travaux de mes enfants encore et de mes petits-enfants? Ça, c'est un enjeu capital, à mon avis, pour l'avenir. Voilà. Et là-dessus, je termine mon exposé avec 1 minute de retard sur « Merci de votre attention » et vous dire que le futur commence immédiatement. Merci. Pierre-Paul, so we're already in the present and the past and the future. We don't know where we are really. That's an amazing, again, a very, very interesting presentation which makes us think about a lot of things. A question perhaps for everybody to think about ourselves. What advice would you give us as regular, everyday human beings to be aware of our bodies and how to look after them and to be aware really of our own limitations? En fait, je n'ai pas de recette, mais ce que souligne notre coordinatrice est à mon avis quelque chose de très important, c'est que en fait ce qui va se passer au XXIe siècle, c'est si on ne veut pas rater un certain nombre de révolutions majeures. Et encore une fois, il n'y en a pas eu 36 comme ça. Hein. Je situe la dernière à Gutenberg, à titre personnel. C'est de réintroduire le corps et la biologie dans le débat. Et au niveau de l'enseignement, c'est-à-dire concrètement, ça voudrait dire qu'au lieu de se paniquer parce que le cher petit, à l'âge de 2 ans et demi, n'est pas prêt pour la lecture, on ferait peut-être aussi mieux de se demander comment on peut lui apprendre comment fonctionne son propre corps. Deuxièmement, réfléchir à comment refonder ce qu'on doit apprendre, ce qu'est l'enseignement. Et troisièmement, pour parler du corps,
Je pense qu'on pourra le supplémenter de toutes les manières possibles et imaginables, mais si on veut une approche responsable en tant que user de toutes ces techniques, il va falloir bien comprendre comment ça fonctionne et décider à quel point on décide d'être augmenté ou pas augmenté. Et ça sera une décision qui relèvera du personnel, ce qui va poser évidemment le problème de la confidentialité des données personnelles. Et après, ça sera à vous, quand vous saurez comment vous fonctionnez, de décider où vous vous situez dans ce continuum de données. Voilà. Superb. Thank you very much indeed, My pleasure. Pierre-Paul. And I hope you're staying for lunch. I don't know if we'll have any chocolate cake at lunchtime, but we'll have something. C'est pour ça que je suis venu, on mange très bien à Strasbourg, je vous signale, hein, pour ceux qui sont votre